Flora, quand elle arrive dans l'handisport, moi d'abord je la connais pas. Voilà, je sais pas du tout qui c'est. Elle arrive avec tout de suite cette énergie qui saute aux yeux, quoi. Cette impression qu'elle va rouler comme ça sur les adversaires, elle se pose pas de questions. Voilà, un peu d'insouciance en fait, qui fait que peu importe qui elle a en face, ça déménage, quoi. Voilà, c'est comme tout, ouais, il faut canaliser après tout ça, et puis il faut mettre un petit peu de technique et discuter ping-pong en fait, tout simplement. Mais ce qui saute aux yeux d'abord avec elle, c'est ça, quoi. Voilà. Mais moi au départ, je sais pas qui c'est, hein. Je reçois un message juste avant les Jeux de Tokyo en me disant il y a Flora qui risque de venir signer au club. J'ai dit écoute, ok, je sais pas qui c'est, je connais pas. Donc voilà, on se fait un rendez-vous, et pendant le rendez-vous, c'est vraiment cette image-là que j'ai, moi. Je pose la question, mais c'est quoi tes objectifs? Je veux être championne paralympique, quoi. Sauf que moi je sors des Jeux de Tokyo pour le coup, et je sais que c'est très dur, que le niveau il est pas relevé. Et elle dit ça, voilà, elle y croit à 100% à ce qu'elle dit, quoi. Je dis ok, elle a 16 ans, elle veut être championne paralympique, trop bien, quoi. Voilà. Une chance inouïe d'avoir un profil aussi jeune qui te regardera dans les yeux en te disant je vais être championne, quoi. Voilà. Donc moi, quand j'étais petite, donc je pratiquais la GRS. Ensuite, j'ai eu mon accident en 2015, donc j'avais 10 ans. Je suis devenue paraplégique du jour au lendemain. Le plus dur, ça a été surtout d'accepter de plus pouvoir faire ce sport, parce que pour moi, c'était ma grande passion. J'ai commencé le tennis de table en handisport, j'avais 13 ans, donc dans un centre de rééducation. Puis ça s'est fait par les rencontres. J'ai rencontré la bonne personne au bon moment, on va dire, qui m'a fait découvrir vraiment ce que c'était le handisport, parce que moi, je savais même pas que ça existait. Ce qui fait ma force, ça va être surtout de me fixer des objectifs. Donc quand j'ai eu l'accident, l'objectif, je savais pas que j'allais pas remarcher sur le coup, donc c'était vraiment de remarcher. Donc pendant 2 ans au centre de rééducation, je faisais que ça, que de la rééducation pour pouvoir remarcher. Au bout d'un moment, après ces 2 ans, je me suis dit quand même que voilà, fallait que je passe à autre chose et que je remarcherai jamais. C'était à des championnats de France. Moi, je jouais avec Fanny Bertrand, qui est aussi du club de Nîmes, depuis toujours. Flora, plutôt avec Alex Delarc, aussi du club de Nîmes. Et puis en fait, Alex est allé au TQP pour se préparer, enfin essayer de se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Donc il n'est pas venu aux France. Fanny était blessée, donc elle n'est pas venue aux France. Donc il restait plus que Flora. Donc j'ai dit, bon allez, je vais faire une BA et puis je vais dire, allez, je vais jouer avec elle. Non, bah du coup, ça tombait, j'ai envie de dire presque bien, parce que je pense qu'on avait mutuellement, pourquoi pas, des atomes crochus pour jouer ensemble. Et puis voilà comment ça s'est fait. Donc un peu le hasard, mais qui fait bien les choses. Et puis après, c'était le double 7 points, donc en fait, on n'avait pas le choix de jouer tous les deux. Et donc voilà, vu qu'on s'entendait bien, on s'est dit, pourquoi pas, de toute façon, on nous a pas laissé le choix, hein, donc, mais bon, c'était cool quand même, on était contents. Alors les Jeux de Paris, le gros dos. Je reviens d'abord sur notre première rencontre avec Flora, avec sa famille, ses entraîneurs de l'époque, où elle me dit moi je veux être championne paralympique. Bon. Je connais la concurrence, je vois à peu près le niveau qu'il faut avoir. Donc je me dis waouh, c'est chaud, il va falloir y aller, quoi. Voilà. Donc moi ce que je lui dis c'est écoute, après quelques séances, ce que je pense c'est que tu es un profil plutôt Los Angeles. Voilà, ça nous fait 2021, 2028, 7 ans d'entraînement intensif. Je pense que pour Los Angeles, si tout va bien, tu seras, en tout cas, sera l'objectif d'être compétitive. À aucun moment je lui ai parlé de Paris, quoi, évidemment, parce que ça me semblait très proche. Ça faisait de 2021 à 2024, t'avais 3 ans. Pour une fille qui n'a pas fait une compétition, qui n'a aucune expérience et qui techniquement n'est pas du tout au point, voilà, c'est chaud, quoi. Donc on fait notre année d'entraînement, les premières compétitions arrivent, c'est compliqué mais elle est dans le truc, et puis les premières perfs. Elle se retrouve avec une nouvelle carte au championnat du monde, boum, médaille en double avec Alexandra Saint-Pierre, avec une attitude de guerrière, de meneuse. Tu te dis putain, ouais, quand même, voilà. Il y a un truc qui se passe, quoi. Et puis tout le processus de qualif jusqu'au dernier tournoi où elle n'est pas qualifiée, et puis finalement elle se retrouve avec une qualif directe. Donc ce qui fait que nous aussi, on passe pas par un tournoi de qualif, ce qui aurait pu être pas mal d'ailleurs parce que ça lui aurait fait de l'expérience en NGIF sur une compétition où c'est déjà un petit peu les jeux quelque part, où tu as une pression qui est complètement différente.
moi, j'allais au jeu avec mes tenues, avec mes petites robes et tout. Voilà. Et du coup, Florian Mérien m'avait dit, enfin, pas du tout, tu auras la dotation France et tu peux pas mettre autre chose, tu n'as pas le droit de mettre autre chose. Donc, je tombais un peu de 10 étages, parce que moi, j'étais quand même contente. Et puis de mettre des joggings ou des shorts toute la journée, enfin, c'est pas du tout mon style vestimentaire. On a pu rentrer dans le village. Tout était très grand, on découvre les chambres. Moi, je suis avec ma coloc où on est tout le temps en chambre ensemble avec Morgène, donc on était trop contentes. Le lendemain, on a été à la salle de ping donc, pour voir à quoi ça ressemblait, pour voir un peu les gradins, en s'imaginant tout le monde qui allait être là. Le bruit aussi, pour s'adapter aux tables, parce que c'est important. C'était des tables qui étaient assez lentes. Moi, j'ai un jeu qui est quand même assez basé sur la vitesse, beaucoup de rythme. J'ai du mal à m'adapter au rythme. Ça a été très dur. Se passe le temps, on arrive au jeu, et au jeu, les conditions catastrophiques. Alors, je dis pas que les conditions des jeux étaient catastrophiques, elles étaient extraordinaires, mais elle se sent pas dans ces conditions-là, quoi. Voilà. Elle n'y arrive pas à jouer. Donc voilà, on se prend un peu la tête, moi je lui explique qu'elles sont très bien, donc elle m'explique qu'elle n'y arrive pas, que c'est une salle qui n'est pas faite pour elle. Donc je lui dis bien sûr que si, elle est faite pour toi. Tu verras, voilà. Donne-toi des heures d'entraînement et tu verras, quoi. Donc elle arrive sur les premiers matchs des doubles, avec franchement la confiance zéro, quoi. Mais dès le premier point, boum, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein, mais hop, ça c'était oublié. Puis t'avais la salle, les 5000 personnes, son pote Flo à côté, son partenaire qui lui a 2500 jeux à son actif. Donc c'est pareil, ça c'est le genre de truc qui te met quand même en confiance. Voilà, il sait comment lui parler, il la tire vers le haut, concrètement. Et puis le premier tour se passe très bien sur une paire qui est plutôt faible. Et sur le deuxième tour, donc sur le quart de finale là, sur les Coréens, ben là, bizarrement la salle ça la gênait plus, quoi. Voilà. Il s'était passé un truc, c'était incroyable. Elle a développé un niveau de jeu qu'elle n'avait jamais eu. Et c'est souvent que quand elle est un petit peu dos au mur et qu'il faut qu'elle se transforme, voilà, je vais le dire comme ça, ben là il y a la transformation. Et elle a porté le double, en quelque sorte, parce que étant la plus faible du double, elle a joué 80% des balles. Et à côté, son partenaire, Flo, a été incroyable de justesse et de bienveillance avec elle, pour faire en sorte qu'à un moment donné, elle se sente complètement libérée. Et puis, voilà, faut quand même savoir qu'en face, il y avait le futur champion paralympique de la classe 4, et une nana qui avait fait médaille au jeu à Tokyo en simple. Donc c'était une paire très forte, vraiment. Quand on rentre dans l'aire de jeu, même quand on rentre pour la présentation, où on voit tout le monde, toutes nos familles crier notre nom et tout, en fait, je me suis un peu sentie comme chez moi et tout allait bien. Et là, il y avait plus de problèmes, la table, tout était très bien. Et puis je me sentais bien, j'étais pas du tout stressée. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui stresse pas beaucoup, quasiment jamais. Et ça me va pas de stresser. Et du coup, tout se passait super bien. On fait le match, donc on était quand même favorite sur ce match-là. On remporte le match 3-0, où je fais ma chandelle pour finir un set. Donc ça, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et du coup, je pense que j'ai réussi là, à prouver aux autres que même en ayant des commentaires très négatifs sur les réseaux sociaux, parce que j'ai fait une chandelle alors que c'est un coup tout à fait normal et qui est complexe à faire, moi j'étais plus contente d'avoir après dans les interviews des questions par rapport à la chandelle que il y a des mauvais commentaires. Enfin ça me touchait pas du tout. Moi j'étais juste contente de gagner des abonnés et voilà, quoi. On sentait que elle prenait un peu l'atmosphère, voilà, sur l'entrée au village, où c'est quelque chose de prenant quand même, hein. Ce truc c'est immense, dans toutes les nations du monde, on a les tenues, le machin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. La cérémonie d'ouverture d'Ingo où je crois que c'était 80 000, je sais plus, 40 ou 80 000, bref c'était blindé à la Concorde. Donc là c'est pareil, tu prends une énergie, tu te dis ah ouais, quand même. Donc faut pas oublier que l'handisport ça reste quand même un milieu un peu encore, c'est un petit milieu finalement, quoi. Donc quand tu te retrouves sur des séquences comme ça où finalement tu sens que d'un coup tu as le monde entier qui te regarde, voilà, ça calme et ça donne une énergie. Ça peut t'écraser, mais ça peut aussi donner une énergie de dingue. Et elle, je crois que c'est ce qui s'est passé. Et le fil des jeux après, tout ce qui a suivi, les médias, tout ce qui était en lien avec l'image, c'est baladé.
On est allé voir le rugby à 7 avec Florian, avec Morgène et il y avait Flora. Et à la fin de la victoire des Bleus, donc la médaille d'or, nous on avait beaucoup d'émotions, on a les larmes aux yeux qui nous sont venues. Puis Flora nous a regardé en nous disant vous pleurez pour du sport en fait, c'est quand même un truc improbable de pleurer pour ça et tout. Et nous, avant les Jeux, on leur avait expliqué aux jeunes que les Jeux de Paris, il y allait avoir beaucoup d'émotions et que voilà, il va y avoir des moments plus ou moins faciles à gérer. Et 2 mois après, c'était marrant de l'avoir remporté la médaille de bronze avec Flo et de commencer à pleurer, de plus arrêter de pleurer. Donc là, on lui a dit, tu vois, en fait, le sport, ça peut faire pleurer. On n'était pas du tout un double prévu pour la médaille, donc on faisait pas partie des priorités, on va dire. Et puis en prépa, on fait beaucoup plus d'indif que vraiment de double ou de choses comme ça. Puis en fait, on a trouvé un petit truc, c'est que nous, moi je pense que je suis le seul vieux du groupe qui fait pas la sieste. Flora fait pas la sieste non plus. Donc on s'était dit, tiens, on va aller se faire des séances le midi, puisqu'il y a le temps. Et puis en fait, Morgène et Lucas, qui sont 2 debout, mais qu'on peut mettre sur un ballon, eux ne faisaient pas la sieste non plus. Et donc, on s'est dit, tiens, venez nous relancer. Les 2 avaient un picot, donc c'était bien pour nous bosser aussi un petit peu là-dessus. Et puis, ce qu'on voulait faire, parce que moi, j'aime plutôt bien les picots, mais avec le soft, ça donne quand même des balles un peu pourries pour l'autre. Donc, il fallait qu'elle s'habitue aussi à plein de choses. Et je pense que tout ça, à la fois, ça nous a rapprochés. Ça nous a permis un peu d'être dans notre bulle et de faire un peu n'importe quoi dans le sens d'essayer des choses que tu peux peut-être pas en séance quand tu as les entraîneurs équipe de France, parce qu'ils vont te dire en gros si c'est pour faire ça, ça sert à rien quoi. Vu que c'était sur notre temps perso, on l'a fait. Et puis voilà, ça nous a encore sans doute un peu plus rapprochés en termes de ping, parce que dans la vie on n'en avait pas besoin particulièrement, et puis de trouver des choses, et puis de voir un peu, moi de voir aussi comment elle fonctionnait, et puis de bosser. Alors après, toujours facile de dire quand tu as une médaille, de dire on a bien fait, mais c'est ce que je lui disais après, j'espère que ça lui servira à elle aussi, de se dire que des fois, il faut qu'on prenne en main son entraînement perso, et puis qu'on fasse des choses à côté sans forcément qu'on soit dirigé ou qu'il y ait quelqu'un qui nous dise fais ci ou fais ça. Voilà. Puis ça gardait aussi ces moments un peu ludiques où du coup on pouvait vraiment rigoler sans avoir peur de se faire engueuler derrière ou quoi, et puis c'est ça en fait du coup qui a créé notre double aussi, c'est que on rigole tout le temps, et puis en même temps dans les séances comme ça où en face c'est nos potes, donc on rigole avec eux, et puis c'est sérieux parce qu'il faut s'entraîner, et puis moi c'est des jeux qui me plaisaient pas du tout et que j'y arrivais pas, et au final on tombe sur des jeux comme ça en quart des jeux, donc je pense que ça a quand même beaucoup servi. Depuis les Jeux de Paris 2024, on va dire qu'il y a différents points à échanger. Sur la notoriété, il n'y a pas eu de changement. Je pense qu'il y a quand même une meilleure connaissance, on va dire, de notre discipline, une reconnaissance sur le travail qui est effectué et le niveau de jeu qui est développé pour l'ensemble des pongistes. Après, on ne va pas se mentir, depuis les Jeux de Paris, en termes de sponsors et d'accompagnement, on n'est plus dans la période des Jeux de Paris. On est sur une autre période où il faut qu'on recommence, comme il y a 20 ans, à s'organiser soi-même, à essayer de trouver des moyens de se financer, parce qu'aujourd'hui, une saison, ça coûte très cher. Et donc, on est un peu retombé sur les travers d'avant. Par contre, en termes de structure d'accueil pour de l'entraînement, là par contre on est vraiment sur une dynamique positive. La plupart des salles sont accessibles et peuvent nous accueillir dans des bonnes conditions. On est tous dans des clubs valides, on peut tous s'entraîner vraiment dans des bonnes conditions. C'est plus sur l'organisation où là, voilà, on va pas se mentir, c'est retombé depuis les Jeux de Paris. Écoute, l'handisport a eu une visibilité incroyable pendant les Jeux de Paris. Voilà, je crois que c'était 8 heures de direct, si je ne dis pas de bêtises, minimum. Ça a été une explosion dans les médias, voilà, c'était assez incroyable. Et de toute façon, il n'y avait qu'à voir l'engouement qu'il y avait derrière ces Jeux para. Hein. Je crois que les salles se sont pas vidées, bien au contraire. Voilà, donc ça a été assez extraordinaire. Ça a duré un petit temps après les Jeux. Et après, en tout cas, moi j'étais pas dupe, je savais très bien que ça allait retomber. Pour la simple et bonne raison que les champions que tu as pu voir handi pendant la compétition, tu les revois plus après. Un Teddy Riner par exemple qui était champion olympique, tu sais que dans les 3 jours après, il va faire X plateau télé, il va faire 250 pubs, voilà. Parce qu'ils sont dans le paysage audiovisuel. En handisport, une fois que tu les as vus sur cette compétition-là,
Après, ils retombent malheureusement dans l'anonymat dans lequel ils étaient avant, quoi, voilà. Donc, on aurait pu croire que les jeux allaient faire exploser le truc. Bon, c'était pas le cas. Alors, je pense que Paris 2024, ça a été un boost pour l'handisport, mais que au moment des Jeux. Après, évidemment, ça s'est essoufflé et puis la tendance est redescendue. Mais je pense que c'est même pas à cause, enfin, c'est pas à cause de nous, à cause des gens qui nous regardent. Nos matchs ne sont jamais diffusés, c'est très rare. On parle pas forcément de nous à la télé ou quoi, alors qu'il y a du foot tous les jours. Donc c'est plus facile de suivre des joueurs ou des joueuses qui sont à la télé, où on voit souvent leurs résultats sur internet ou quoi, que nous, on voit rien. En fait, si on suit pas la personne, on peut pas voir leur match. Nous, il y a un match sur 10 qui est diffusé, donc c'est très compliqué de continuer de suivre des sportifs comme ça. Le public ne peut pas regarder un sportif et le suivre une fois tous les 4 ans. Enfin, après, il oublie et c'est tout à fait normal. Donc il y a encore énormément de progrès à faire là-dessus. Et c'est aussi pour ça que moi, je veux vraiment m'investir sur les réseaux sociaux, de trouver un moyen peut-être que nos matchs soient diffusés. Je sais pas comment, quand, enfin voilà, mais c'est un peu dans mes objectifs. Aujourd'hui en France, la plupart, voire la quasi-totalité des membres de l'équipe de France s'entraînent dans des clubs valides. La plupart des clubs valides aussi ont des entraînements spécifiques pour les personnes en situation de handicap. On est une discipline qui peut être pratiquée par beaucoup de handicaps différents. Il y a 11 catégories de handicap, il y en a 10 pour du handicap physique et une 11e pour du handicap mental. Donc c'est vrai qu'on est une discipline qui est accessible pour beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap et donc qui est amenée à continuer à se développer. Je pense que ça passera aussi par des résultats, par des très bons résultats. Les résultats n'ont pas été ceux attendus à Paris 2024, mais pendant de nombreuses années, on était une équipe qui amenait énormément de médailles en équipe de France lors des différentes compétitions ou les Jeux. Il faut qu'on reparte sur cette dynamique-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est une discipline qui est accessible pour tous et que j'espère que ça amènera énormément de personnes à venir pratiquer cette discipline. Et le nombre de personnes, s'il augmente, forcément amènera du niveau de jeu qui augmentera avec. Ce qui a vraiment bougé sur les 5 dernières années, c'est au niveau infrastructure déjà. C'est vrai qu'on a tous la possibilité, enfin en ce qui me concerne moi, et pour d'autres athlètes de la région, de venir par exemple s'entraîner au CREPS pour faire la prépa physique. On a une accessibilité aussi plus facile sur la prépa mentale. Et dans les salles de ping, la plupart sont accessibles, on trouve des solutions. Il y a également une augmentation du nombre d'entraîneurs et des compétences sur le paratennis de table, donc sur l'envie de pouvoir accueillir des jeunes en situation de handicap. Donc une professionnalisation là-dessus également sur tout ce qui est encadrement. Moi-même, j'ai fait le DGEPS de tennis de table au CREPS de Montpellier, donc voilà, il y a une accessibilité plus importante pour nous sur la pratique. Sur la professionnalisation des athlètes, par contre, on est encore loin du compte. La plupart d'entre nous, on a un double projet et on travaille en parallèle de mener une carrière de sportif de haut niveau. Toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qui ne font pas de sport, faites-en, parce que ça fait du bien. On voit d'autres personnes dans la même situation que nous, donc on peut se conseiller, on peut avoir des exemples, des modes de vie un peu différents et qui peuvent mieux nous correspondre à notre vie actuelle. C'est important de faire du sport pour pouvoir déjà se bouger, parce que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'il faut qu'on reste toute la journée chez nous à rien faire. Et puis on vit surtout des très très bonnes émotions dans le sport et dans l'handisport aussi, même si certains peuvent en douter. Ceux qui viennent de commencer le ping en handisport, juste faites-vous plaisir au début. Si vous jouez contre des personnes debout, vous allez peut-être penser que c'est trop difficile et que on n'arrive pas à bouger aussi vite qu'eux ou quoi. Et
Ça m'est arrivé au début et c'est très frustrant parce que on a 10 ans et on perd contre quelqu'un qui est un peu plus jeune ou quoi. Donc psychologiquement, on se dit purée, l'handicap, sans handicap, j'aurais pu gagner. Là, l'handicap, ça me met des freins. Mais avec un peu de persévérance ou quoi, vous allez y arriver. Donc les classes d'handicap en handi, toute une histoire. On a 2 catégories, fauteuil et debout. Chez les fauteuils, donc les classes d'handicap vont de 1 à 5, les 1 étant les plus touchés physiquement, 5 les moins touchés. Plus le chiffre de la classe est petit, plus le handicap est important. Les catégories classe 1 et 2 sont les joueurs tétraplégiques. Tétraplégiques, atteintes des 4 membres jusqu'à la main. La catégorie 3, c'est les joueurs paraplégiques. Donc paraplégiques, en général, pas de handicap de main, mais ils n'ont pas d'abdominaux et pas d'appui sur les jambes. La catégorie classe 4, classe 5, qui aujourd'hui est en train d'être regroupée au niveau international, c'est des joueurs qui ont une paraplégie incomplète, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème au bras, ils ont les abdominaux, mais ils ont des appuis plus ou moins importants, c'est-à-dire nuls ou plus ou moins importants sur les jambes. Et de la classe 6 à la classe 10, donc la classe 6, c'est les personnes qui sont debout avec un gros handicap, donc qui sont touchées aux 4 membres. Et la classe 10, c'est les personnes qui ont un faible handicap. La catégorie 6, vous pouvez avoir dans cette catégorie des personnes qui sont fortement atteintes des 4 membres, en tout cas à minima qui sont très atteints du membre qui tient la raquette et qui ont un gros handicap au niveau de la jambe. La catégorie 7, ils ont un handicap modéré au niveau des membres inférieurs et supérieurs. La catégorie 8, eux, ils n'ont aucune difficulté sur les membres supérieurs. Par contre, ils ont une forte atteinte d'un membre inférieur, un ou des. La catégorie 9, ils peuvent avoir une atteinte modérée de la main qui tient la raquette et ils ont une atteinte légère ou modérée sur les membres inférieurs. La catégorie 10, c'est des personnes qui peuvent avoir une atteinte sur les membres supérieurs mais légère. Vous avez un handicap amputé mais du bras qui ne tient pas la raquette, ou comme Matteo, une atrophie au niveau du mollet ou un pied-bot. Les klaxons, c'est les déficients mentaux. Alexandra, 5. Ok. J'ai dit Flora Motti, ils ont fait oh non, pas elle. Ah bah, de toute façon, c'est le monstre pour tout le monde. Hein, Arrête